du prix Russophonie ouverte. Cette année, il y aura un petit élément nouveau, c'est la remise du prix de notre association partenaire, l'AFR, l'Association française des russisants, qui regroupe la plupart des professeurs de russe de France, comme vous le savez. Je pense que leur place était ici, et ils ont fait un concours pendant toute l'année. Ils vont remettre les prix aux enfants et aux adolescents et aux quasi-adultes qui ont gagné ces prix. Mais avant cela, je voudrais demander à Madame la maire du 5e arrondissement, Madame Florence Berthoud, de vous adresser la parole pour nous accueillir, et nous la remercions encore pour cet accueil. Parce que là, on est un petit peu à la fin des opérations, si j'ose dire. J'ai une autre manifestation derrière avec un artiste, et la dernière fois, j'ai loupé son vernissage, je vous dis tout, et là j'ai promis que je n'allais pas louper le vernissage. Voilà, donc comme nous prenons un peu de temps, et c'est bien, cette mairie est la vôtre, et cette mairie est la mairie Monsieur l'ambassadeur Excellence, des russophones et des russophiles. Voilà, alors on n'est pas tous russophones, mais on a la mairie des russophiles. Et moi je suis très fière que nous puissions continuer à vous accueillir et continuer à vous accueillir dans des conditions qui allient, je dirais, l'intelligence et le cœur. Et merci pour cette intelligence et ce cœur que vous apportez avec tous ces auteurs russes extraordinaires. J'ai fait hier avec vous, monsieur le cofondateur d'ailleurs du prix de la russophonie, nous avons fait, et puis avec d'autres amis, nous avons fait un grand tour, on peut le dire ici. Je suis allée saluer beaucoup de libraires, d'éditeurs, quelques auteurs aussi, et puis des traducteurs. Et je disais que les traducteurs, à côté des grands auteurs que vous accueillez, sont aussi, à leur manière, des auteurs humbles, mais qui restituent toute la beauté de la langue et toute la poésie de la langue et toute la magie. Alors en plus, cette année, vous avez mis un thème, la province, voilà. Et sans doute que derrière la province, il y a aussi tous les charmes, évidemment, tous les charmes de l'âme et des âmes slaves, voilà. Donc vive aussi et surtout les traducteurs. J'ai trouvé ce que disait, vous savez, le prix Goncourt 1995, on s'en souvient tous, Andrei Akin parlait justement des traducteurs, du métier de traducteur, et il disait, à propos de votre prix, il disait: l'initiative que vous avez prise est absolument merveilleuse. Non seulement elle sauve la littérature russe, la sauve peut-être pas, faut pas exagérer quand même, parce qu'elle est tellement forte, mais c'est aussi, elle sauve, elle soutient l'école de la traduction. Donc, merci pour toutes ces initiatives. Je disais tout à l'heure en aparté à monsieur l'ambassadeur que je souhaiterais, et là c'est la politique qui parle, que nous puissions avoir davantage de classes bilingues. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai des demandes, et je disais à monsieur l'ambassadeur que j'étais assez époustouflée de voir que ces demandes étaient à la fois portées par des parents, par des professeurs, même si ce ne sont pas d'ailleurs des professeurs de russe, ce qui est quand même assez extraordinaire, et il y avait une vraie communauté, c'est ça que je trouve très beau, et des proviseurs. Alors j'ai déjà écrit pour un lycée du 5e qui demande à avoir une classe bilingue, mais comme je suis un petit peu têtue, j'ai eu des réponses polies, mais évidemment pas satisfaisantes. Donc je vais réécrire et poursuivre le combat. Et alors j'ai trouvé monsieur l'ambassadeur, voilà. Et bien un ambassadeur dans tous les sens du terme. Donc merci beaucoup et je vous enverrai à la fois le proviseur et mes belles
création de cette classe franco-russe. Bravo pour ce que vous faites, vraiment, et très très belle soirée. J'ai noté qu'il n'y avait pas la chamane ce soir. Bon, j'ai noté qu'il n'y avait pas la chamane parce que hier, figurez-vous que dans cette mairie, pour la première fois peut-être de son histoire, nous avons eu une chamane qui venait du fin fond de la Russie et qui a apporté une note de poésie et de fantaisie dont on a bien besoin parfois nous les Parisiens sous le temps pluvieux. Merci à tous et bravo. Merci Madame la maire. Je voudrais saluer aussi donc, la présence ici de Madame la ministre de la Culture de la région de Krasnoïarsk, Hélène Mironenko, qui en toute modestie s'est assise dans la salle, donc je ne la trouve plus. Mais enfin, en tout cas, vous avez la pitié de venir. Voilà. Et donc, très vite, on va voir très vite. Donc, nous avons aussi parmi nous un trilingue bien connu de tout le public qui suit un peu la Russie et qui a eu deux tables rondes avec vous tous, Vladimir Posner, qui est ici encore avec nous. Tous les autres auteurs et écrivains qui ont participé, qui sont venus ici, on les remercie d'avoir participé à ces journées du livre russe. Je voudrais saluer de Russie et qui nous aident en permanence. Et enfin, je voudrais demander à son Excellence l'ambassadeur Alexandre Konstantinovich Jarlov de bien vouloir nous dire quelques mots pour saluer ce prix Russophonie. Merci. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous saluer tous très nombreux dans cette salle pour la 10e édition du prix de Russophonie. C'est déjà pour la 10e fois qu'on attribue ce prix. Et alors, je peux constater, et tout le monde m'a dit, que cette année, cette édition a connu un succès plus grand que jamais. Et ça montre que l'intérêt, Madame le maire, pour le russe, pour la culture russe et pour la Russie en général est croissante. Et dans tous les milieux, on le constate. Et je crois que ce que nous devons faire tous, c'est de faire le maximum pour que les Français puissent apprendre le russe. Une grande langue qui ouvre la porte dans un pays avec une culture immense et qui contribue à se mieux connaître. Alors, le prix de Russophonie, c'est un prix qu'on décerne à la meilleure traduction. Alors, je connais assez bien français et le russe, je peux comparer, et je peux vous dire, bien sûr, il y a les traductions extraordinaires qui peuvent presque égaler le texte original, mais jamais ils pourront égaler le texte original. Et si je lis le même œuvre en russe et en français, je vois la différence. C'est pour ça que je ne veux pas dire que votre travail est mauvais. Non, merci, et vous faites ce travail très bien. Mais je crois que ce travail doit donner l'envie à des Français qui vont lire des auteurs russes en français, apprendre le russe pour les lire dans leur langue originale. Alors je voudrais sans doute remercier Madame le maire qui nous a abrités déjà pour, je ne sais pas, 2e, 3e fois. On vient ici presque tous les ans et je crois que c'est un lieu prestigieux, magnifique, à 2 pas de Panthéon. Ça donne alors quelques ambitions aux traducteurs et aux auteurs. Et alors je vous souhaite passer une très agréable soirée et nous allons coopérer avec la mairie de Saint-Quay mais aussi avec toutes les autres mairies de France pour qu'il y ait plus d'enseignement de russe en France. Merci. Comme vous le savez, nous en sommes au 10e prix Russophonie. Je dois excuser l'absence de la directrice du prix Russophonie, Christine Mestre, qui avec moi dès le départ et avec la fondation Yeltsin a été la créatrice de ce prix. Très lourdes circonstances familiales ont fait qu'elle n'a vraiment pas pu assister à la remise de ce prix.
Je suis vraiment désolé pour elle. Voilà des choses qui quelquefois viennent aussi s'inscrire dans l'histoire d'un prix comme celui-ci. Nous allons donc déroger aussi aux habitudes du prix qui pourtant avait innové souvent, en laissant la parole à Armelle Gros-Pot, qui est donc la présidente de l'Association française des Russisans, et en 10 minutes, elle va nous remettre les prix à tous ces gagnants et présenter son jury. Merci Dimitri. Monsieur l'ambassadeur, c'est un honneur pour nous de pouvoir présenter donc, devant vous et devant tout le jury du prix Russophonie les résultats d'un concours que notre association, qui est l'Association française des Russisans, organise tous les ans avec ses propres forces. Et vous avez ici quelques membres du jury, une partie du jury. Vous avez aussi, en la personne de Sylvain Soulier, l'âme de ce concours. C'est un concours donc qui consistait, pour celui dont nous allons remettre les prix, à inventer la fin d'une histoire russe. Donc le jury avait choisi un certain nombre de textes russes dont ils avaient tronqué la fin, et on a demandé aux élèves français, aussi bien des écoles primaires que des collèges et des lycées, qui voulaient participer à ce concours, de donner une fin à cette histoire. Donc nous avons reçu nombre de participants, il a fallu lire tout cela, les classer, ça a été parfois fort difficile. Et donc nous avons parmi nos lauréats ici 10 élèves qui sont présents et que je tiens à féliciter chaleureusement. Je tiens aussi à remercier particulièrement leurs instituteurs, institutrices, professeurs et directeurs d'établissement, parce que participer à un concours de ce genre, c'est aussi le résultat de toute une ambiance. Voilà, donc je tenais à le dire. Le concours, évidemment, a été inventé par l'Association française des Russisans pour soutenir l'enseignement du russe, de la littérature russe en France, pour attirer l'attention des familles quand elles doivent choisir les langues que vont étudier leurs enfants sur la possibilité d'étudier le russe. C'est pourquoi ce concours se fait en français. Il est ouvert aux élèves aussi bien qui apprennent le russe qu'à ceux qui n'apprennent pas le russe. Voilà. Donc je vais commencer, je vous remercie de votre attention. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des sponsors qui ont permis de doter ce concours de prix. Alors je vais les nommer rapidement, je sais que Dimitri va m'assassiner, mais peu importe, nous nous connaissons depuis longtemps. Donc dans un désordre absolu et total, le Centre de Russie pour la science et la culture, l'agence Tsar Voyage, qui est ici représentée par sa directrice Laure Jacquet, qui a été non seulement membre du sponsor, mais membre du jury. Les éditions Schwab-Aust, les éditions Fris, l'Asiathèque, la librairie des éditeurs réunis, le restaurant Zakouski, les cinémas Gaumont, Pâté Live, l'association des lettres russes, le François, bien entendu, et toute une série de théâtres, donc le Théâtre du Soleil, la compagnie Alexandre Talivet, qui est présente ici et qui présente une pièce de Brahms en ce moment, le Théâtre des Champs-Élysées, la Comédie Bastille, le Studio Théâtre Charenton et le Théâtre Guichet Montparnasse. C'est-à-dire que nous collaborons régulièrement avec tous ces théâtres dont nous annonçons les programmes et qui proposent à nos adhérents des prix à tarif réduit. Voilà. Et c'est aussi grâce à eux que ce concours a été rendu possible, donc je les en remercie chaleureusement. Voilà. Nous allons maintenant, pour essayer de tenir le temps, faire venir les lauréats, et nous allons commencer donc par la plus jeune, qui est Patricia Julien. Viens Patricia. Donc Patricia est élève de CM2 à l'école Saint-Marie de Jésus, et pour le moment, elle n'apprend pas le russe. Voilà, c'est pour toi. Et voilà, ça c'est pour toi. Ensuite, nous passons aux élèves de 6e. Donc le premier prix a été attribué à un duo de 6e, élèves en 6e au collège Chevrus de Bordeaux. Donc vous voyez que les enfants sont venus loin pour recevoir leur prix. Donc Apolline Delcan et Lisa Toussaint. Donc on a pour chaque catégorie la première
premier prix, un deuxième prix, un troisième prix. Le troisième prix donc, des classes de 6e a été attribué à Jean Viquelin, qui est élève de 6e au collège Saint-Joseph du Parchamp à Boulogne-Billancourt. Ensuite, nous avons une catégorie de prix qui regroupe les élèves du collège de 5e, 4e et 3e. Donc, le premier prix a été attribué à Alexandre Paron, je dois dire à l'unanimité et véritablement avec les félicitations du jury qui a été subjugué par son texte. Ce qui prouve qu'il existe encore de jeunes Français qui écrivent bien le français. Le deuxième prix a été attribué à Léopoldine Valencogne, qui est élève de 5e au collège Sainte-Marie de Neuilly. Et le troisième prix, donc nos 3 lauréats étaient présents pour cette catégorie, à Alban Sanson, qui elle est élève de 3e, elle aussi au collège Sainte-Marie de Neuilly. Parmi les élèves de lycée, donc, le premier prix lycée revient à Cyr Guignot, qui est élève en seconde au lycée militaire de Saint-Cyr. Et c'est pour nous tout à fait important. Le deuxième prix revient à Mathilda Salière, qui est élève en première au lycée Lapérouse-Kérichel de Brest. Et enfin, le troisième prix du classement lycée, la dernière de nos lauréates présentes est Marianne Roland, qui est élève en première, elle aussi au lycée Sainte-Marie de Neuilly. Parce que nous voulons faire une photo et je pense que les parents aussi auront envie de faire une photo. Monsieur l'ambassadeur, j'ose vous demander si ça ne vous ennuie pas de monter faire une photo avec eux, je crois qu'ils seront tous ravis. Alors, je dois dire évidemment que nous avons ici 10 lauréats présents, 10 parmi d'autres qui n'ont pas pu se déplacer, ça n'était pas possible pour tout le monde. Et c'est pour ça que je vous dis que je tiens à remercier les parents qui ont tenu, venant parfois de loin, à accompagner leurs enfants. Peut-être qu'ils font... Nous terminons donc ceci sur les prix du concours 2015. Évidemment, nous avons un concours 2016 dont nous tenons à votre disposition, si vous voulez, la description et le petit flyer. Il s'agira cette fois-ci, à partir d'un certain nombre de mots russes que nous avons retenus, il y en a une vingtaine, que connaissent tous les petits Français, Chapka, Zapouski, Guinée, etc. Жюри премии. Для меня это одновременно некое признание моей скромной роли в продвижении русской литературы во Франции, которой мы с коллегами пытаемся в блоге играть на протяжении уже почти 15 лет. На этой сцене стою я, но я здесь не я, а целая команда людей и друзей, которые со мной делали и делают эту работу. Так что спасибо в первую очередь Марии, Маше, Клэр, Светлане, Татьяне, Розали, Жюли и бесценная Марина, да всем, чьи имена нет времени сейчас перечислить. Быть членом жюри премии «Русофонии» – это также для меня интереснейший опыт. Полгода своего свободного времени я с удовольствием потратил на чтение почти 70 переводов и 70 оригинальных произведений. В целом, это чтение мне предоставило большое интеллектуальное удовольствие. Je voudrais tout d'abord remercier Christine Mestre, qui n'est malheureusement pas parmi nous ce soir, remercier l'association France Oral qui a créé ce prix, mais aussi le Centre Percy qui le soutient envers et contre tout depuis déjà 10 ans.
les remercier de m'avoir offert la possibilité de devenir cette année membre du jury. Pour moi, c'est d'abord une forme de reconnaissance pour le modeste travail de promotion de la littérature russe que moi et mes collègues essayons de faire depuis presque 15 ans maintenant à la librairie du Globe. Je suis seul, en effet, sur cette scène, mais ce n'est pas moi que vous voyez, mais le simple représentant d'une équipe que je tiens également à remercier, en premier lieu Maria, mais aussi Macha, Claire, Stéphane, Tatiana, Rosalie, Julie, ça va être et bien entendu Marine, ainsi que tous les autres dont je n'ai pas le temps ici de citer le nom. Pour moi, ce fut également une expérience riche et stimulante. Pour moi, ce fut également une expérience riche et stimulante, puisque presque 6 mois de mon temps libre fut consacré à la lecture des traductions et des originaux de près de 70 œuvres. Когда речь идет о литературе, часто речь идет об авторе, об издательстве, о книжном магазине и о читателе. Но мы все с вами здесь собрались, чтобы отдать честь тем, о которых иногда забывают, переводчикам. Кто из вас хоть раз взялся за перевод любого рода текста, знает, как переводить одновременно сложно и интересно. Что же говорить о литературном переводе? Так что всем вас спасибо, что вы есть. Я, да все мы здесь знаем, насколько важна ваша роль, насколько вы преданы своему делу и насколько мизерно общественное признание за столь необходимую работу, что же говорить о том, как мизерно вознаграждение за него. Так что спасибо вам всем, кто здесь присутствует, спасибо всем переводчикам. Quand on parle du livre, on pense souvent à l'auteur, à l'éditeur et parfois au libraire. Mais si nous sommes tous réunis ici, c'est pour rendre hommage à ceux dont on oublie parfois de citer le nom, aux traducteurs. Qui parmi vous a jamais essayé de traduire un texte, quel qu'il soit, sait ô combien que c'est une tâche difficile et passionnante. Que dire dès lors de la traduction littéraire? Merci donc à vous tous. Je sais et nous savons tous combien ce rôle est important et combien il est malheureusement trop souvent mal reconnu. Que dire de sa trop faible rémunération? Merci donc à vous tous, merci à tous les traducteurs. Меня попросили сказать пару слов об одной из вас, Анколь де Фифука. Мне это особо приятно, потому что я считаю, что она очень талантливый переводчик, она к тому же мой очень хороший. On m'a demandé de dire quelques mots au sujet de l'une d'entre vous, Anne-Cole de Fifocard. Cela m'est particulièrement agréable parce que je considère qu'elle est une traductrice extrêmement talentueuse et que c'est aussi une de mes amies les plus chères. Каждый перевод можно сравнить с новым погружением в отдельное пространство. Пространство лингвистическое, стилическое и не только. Новое произведение требует от переводчика найти подходящий, адекватный к оригиналу тон. Как писатель перед первой страницей, переводчик должен, иногда мучительно и долго, искать соответствие к совершенно иному языковому и культурному пространству. «Веселый солдат» Астафьева в этом отношении вызов переводчика. И Анне-Коль де Фифокар отвечает на этот вызов блестяще. Ее как переводчик характеризирует смелость. Смелость, которая всегда попадает в точку. В этом вы легко убедитесь, прочитав «La joie du soldat», вышедший в издательстве «Мотив» в прошлом году. Pour traduire chaque nouvelle œuvre, il faut trouver le ton juste. Ce qui fonctionne pour l'une est rarement adapté à l'autre. Anne-Cole de Fifocard est un maître en la matière. Tel un écrivain face à la page blanche, le traducteur doit parfois, au fruit d'une réelle souffrance, trouver des correspondances entre deux espaces linguistiques différents. Traduire la joie du soldat, en ce sens, est un véritable défi. Et Anne-Cole de Fifocard le relève brillamment. Ce qui la caractérise le mieux, selon moi, en tant que traductrice, c'est son audace. L'audace de ses choix, qui tombent tout le temps juste. Je vous invite à vous en convaincre, une fois de plus, en lisant La joie du soldat, paru l'année dernière aux éditions Motif. Merci. Spasibo. Il y a une tradition de faire venir des lauréats ici pour lire leur traduction en français. Notre fille ne pouvait pas venir. Et donc, elle a pu venir ces 2 jours, malheureusement. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons demander
il y a de lire le russe et je lirai moi, ou bien si tu veux toi François, lire la version française. C'est là, c'est dans le catalogue. У нас есть уже сложившаяся традиция вызывать сюда нашего номинанта, чтобы прочитать отрывок из оригинального произведения и из перевода, но, к сожалению, Антон Лефитов не смогла прийти на наши русской книги, поэтому что мы сейчас сделаем, мы попросим Лилю почитать русский отрывок и Франсуа прочтет французский отрывок. Речкой на ближнем поле, половина которого уже освобождена и зелено светилась отдавна. За речкой на ближнем поле, половина которого уже освобождена и зелено светилась отдавой, покропленной лишь каменными шишечками белого и розового клевера, в самой середине был сметан осевший и тронутый червью на прыгне листок, из которого торчали две остро обрубленные жерди. Вторая половина поля была вся почти уже пониклой картофельной ботве, где под солнышкой есть рябинка взбодренная и помежей густо стоящими лопмами осота. Сделав крутой разворот к оврагу, чтобы справа от наблюдательного пункта, речка рушилась в глубину, в гущу дурмана, разрушившаяся и непролазно сплетенного днем. Словно угорелая, речка с шумом вылетала из своих поля, угодливо виляла меж холмов и устремлялась в деревню, что была за полем со стоком и холмом, на котором он высился и просыхал от ветров его продуваемый. Par-delà la rivière, dans le champ le plus proche, la partie récoltée, reverdie, éclaboussée des petits cônes d'un trèfle rose et blanc, était occupée en son sang passé, gangréné de miel à la poignure, d'où émergeaient deux perches taillées en pointe. Des fades de pommes de terre avachis se partageaient l'autre moitié, avec des chardons ravigotés, tantôt par quelques tournesols, tantôt par des épervières et à la lisière, par des lambeaux d'herbe folle qui poussaient drus. La rivière faisait un brusque coude en direction du ravin, à droite de notre poste d'observation, et s'abîmait dans les profondeurs, dans la touffeur de l'herbe au diable, dont l'impénétrable fouillis recouvrait tout. L'eau s'évadait ensuite bruyamment des ténèbres, à croire qu'elle s'y était brûlée. Elle fuyait vers les champs, sinuée. Obséquieuse contre les collines, elle mettait le cap sur le village, de l'autre côté du champ à la Meule, monticule que fouillaient et desséchaient les vents. Pour le lauréat suivant, je passe la parole à Irène Sokolowski. И второго нашего лауреата Жака Дюберне за переводом произведения Артура Клинова «Минск. Город солнца» слово дается Ирène Sokolowski. Bon, alors, je dois dire que le jury a eu cette année le bonheur et chez moi le plaisir de présenter. Ça va comme ça? Non? Encore pas? Bon, alors je répète que le jury a eu cette année le bonheur et j'ai moi le plaisir de présenter un nouveau traducteur du russe. Il s'agit de Jacques Duvernay, qui est un germaniste, un brillant germaniste, professeur de classe préparatoire, agrégé d'allemand bien sûr, normalien, et qui a notamment été un des trois auteurs d'un ouvrage de fond, j'ai peur de me tromper un petit peu du titre, qui s'appelle Le précis alphabétique de civilisation germanique. Donc vous voyez, c'est un germaniste plus qu'éméré. Et Jacques Duvernay a eu le bonheur, nous a fait le plaisir de tourner le regard un peu plus vers l'Est et de s'intéresser à ce petit livre sur Minsk,
sur la ville biélorusse de Minsk. Bon, je peux m'arrêter là peut-être. Должна сказать, что в этом году я сама и, собственно, все наше жюри получила удовольствие, поскольку, так скажем, смогу приветствовать нового переводчика с русского языка Жака Дюверне, который на самом деле ученый-германист, выпускник Высшей педагогической школы парижской, агреже, естественно, по немецкому, преподаватель в подготовительных классах и автор книги, которая, так скажем, справочника, который называется «Очерки германской цивилизации». И вот этот человек... qui développe des activités diverses dans le domaine de l'art. Il a été exposé très souvent en Russie, mais aussi en France. Il a eu des expositions personnelles en France. C'est quelqu'un qui est tourné vers les monuments, l'art, le plastique. И автор книги, этой книги о Минске, архитектор по образованию и художник по призванию, как он сам себя называет, Артур Клинов, который, так скажем, занимается разными видами деятельности в области искусства. Он не раз выставлялся в России, но также и во Франции. Его интересуют памятники, интересует архитектура и, в общем, искусство. Alors, Arthur Klinau vit à Minsk, est né à Minsk, vit à Minsk, et il est amoureux de sa ville, de la ville dans laquelle il est né, dans laquelle il vit. Et il explique dans son ouvrage que Minsk a une chance assez exceptionnelle qui est liée au malheur qu'elle a connu. Après avoir été tant de fois victime, étant donné sa situation géographique, de conflits violents, elle a été très souvent régulièrement anéantie. Elle a été, en revanche, l'endroit idéal où a pu être construit dans des conditions tout à fait correctes, dans les années 30 et les années 50, ce qu'il appelle la Cité du Soleil, qui est la réalisation de l'utopie communiste à laquelle l'humanité tend depuis très longtemps, aspire depuis très longtemps, notamment depuis Thomas More et depuis Campanella. Артур Клинов влюблен в свой город Минск, где он родился, и он считает, что несмотря на все эти несчастья, которые пережил этот город, который стал жертвой множественных военных конфликтов, который не раз разрушался, что в какой-то степени именно эти разрушения обусловили то, что в Минске стало возможно построить так называемый город Солнца. Город Солнца — это утопия, к которой стремятся коммунисты еще, так скажем, коммунистическая утопия, к которой человечество стремится еще со времен Томаса Мора и Томаса Кампанелла. Alors, jugeant sa ville à juste titre, boudée par les touristes, parce que bon, quels sont les touristes qui vont à Minsk? C'est pas un lieu qui attire particulièrement les touristes. Et il a commencé par faire un album de photos des monuments de Minsk. И поскольку он видел, что в Минске бывает мало туристов, но действительно какие туристы ездят в Минск, он начал делать альбом фотографий города Минска, auquel il a ajouté juste un petit texte personnel, mais bref. Et son ouvrage, cet album de photos, a été édité en Biélorussie, a été édité en Allemagne. Et c'est un éditeur allemand qui lui a suggéré de pousser un petit peu plus loin son exposé, de parler davantage de Minsk autour de ces photos qu'il a rassemblées, de faire un texte un petit peu plus développé. Et il a écrit en russe cette fois-ci, et c'est pour ça que cet ouvrage, le prix de russophonie, correspond tout à fait à nos intérêts. Et il a écrit en russe quelque chose qu'il appelle Cité de Minsk, Cité de rêve, une œuvre particulièrement originale que je ne saurais définir par un terme habituel de l'histoire du terme. И вот этот альбом фотографий он снабдил небольшим комментарием. Книга, то есть альбом, можно сказать, с комментарием, вышел в Беларуси и затем в Германии. И как раз немецкий издатель посоветовал Артуру Клинову расширить этот комментарий, то есть написать о Минске побольше, что он и сделал. И на сей раз текст был написан на русском языке, что, собственно, дает нам право включить его в премию «Русофония».
Alors, dans ce texte, il ne se contente plus de montrer, de décrire sa ville, il la montre à travers la perception qu'il en a eue lui-même depuis son plus jeune âge. Il commence ses premiers souvenirs de 5 ans, et c'est la ville telle qu'elle lui est apparue, telle qu'il l'a découverte petit à petit. Et donc, il y a un peu le récit d'une rencontre personnelle avec cette ville de Minsk. И в этой оригинальной книге, которую трудно определить каким-то одним термином, он не ограничивается тем, что просто публикует фотографии города, он пишет о городе, каким он его встречал, каким он его видел в разные эпохи своей жизни, в 5 лет, в 10 лет, во взрослом возрасте. То есть получается такая книга личных встреч с городом. Alors, ce propos est particulièrement intéressant du fait que Arthur Kienaur est né en 65, c'est-à-dire qu'il a connu, il a assisté en quelque sorte à la mort de Brejnev, à la perestroïka, et il a assisté à ce qu'il définit lui-même comme le délitement progressif de la foi en cette scénographie merveilleuse qui avait été dressée entre utopie et réalité. И что интересно в этих встречах с городом, это то, что он видится глазами человека, родившегося в 1965 году, видевшего Брежнева, видевшего перестройку, и который застал то, что он сам называет постепенным размыванием веры в эту прекрасную сценографию, которая была поставлена между утопией и реальностью. Alors, je voulais pour finir dire que Jacques Duvernay a su saisir la simplicité de ce texte, son élégance extrême et la nostalgie, la tendre nostalgie qu'il habite, la poésie qu'il habite, nostalgie ne voulant pas dire regret, mais la nostalgie pour cette époque qui a été celle de la jeunesse de Kienaur. Et je voulais féliciter très chaleureusement ce traducteur. On attend la lecture qu'il va nous faire. Et je souhaite et j'espère qu'il va persévérer dans cette traduction du russe. On a vraiment besoin de lui pour poursuivre la connaissance de la littérature russe. И в заключение хотелось бы сказать, что Жаку Дюверне удалось передать простоту, необычайную элегантность этого текста и ностальгию по той эпохе, когда автор был молод, и все это хотели нравиться. черно-белому телевизору я увидел фильм о собаке, в которой умер хозяин. Небольшую новеллу показывают тогда, когда большинство людей было на работе. Обычно такие странные фильмы крутили тогда, когда их почти никто не мог увидеть. В ней не было какого-то замысловатого сюжета. Старый одинокий человек умирает, приходят врачи, какие-то незнакомые люди, они что-то делают. Пес за всем наблюдает. Он сидит у тела. Ночь. Горит лампа. На следующих кадрах пронзительный черно-белый зимний день. Небольшая траурная процессия отправляется на кладбище. Пес идет по снегу за гробом. Старика закапывают. Люди расходятся. Пес остается один. Через какое-то время он возвращается домой, а дома больше нет. Дверь закрыта, и никто не откроет ее. Мне запомнилось странное ощущение этого фильма. Болезненный пасмурный день за окном и грустная черно-белая сага о старике и собаке, которая жила в стране счастья, но в один темный день собачье счастье закончилось. C'est parmi de ces journées que sur notre téléviseur en noir et blanc, je vis ce film sur un chemin de maître ouvert. C'est un court-métrage qui passait au moment où la plupart des gens étaient au travail. On montrait souvent ce genre de film étrange quand personne ne pouvait les regarder. Le sujet n'est pas bien compliqué. Un vieil homme solitaire meurt, les médecins arrivent, puis
des inconnus, ils font je ne sais quoi. Un chien observe tout cela. Il est assis près du corps. C'est la nuit. Une lampe est allumée. Les scènes suivantes se passent en la lumière tranchante d'une journée d'hiver en noir et blanc. Un petit cortège funèbre se dirige vers le cimetière. Le chien marche sur la neige derrière le cercueil. Le vieux est mis en terre. Les gens se séparent. Le chien reste seul. Au bout de quelque temps, il peut rentrer à la maison, mais il n'a plus de maison. La porte est fermée. Personne ne vient lui ouvrir. Ce film avait laissé en moi une étrange impression. Une journée grise et languide derrière la fenêtre. La triste histoire en noir et blanc de ce vieil homme et du chien qui vivait au pays du bonheur, mais dont le bonheur de chien s'était soudain arrêté par une journée d'hiver. Je vous remercie infiniment de ce prix et de la façon dont vous avez présenté très bien ce livre de Crinao. La seule petite remarque que je voudrais faire peut-être, sans entrer dans des considérations qui n'ont pas leur place ici, dans les réflexions que d'autres sont beaucoup plus compétents que moi pour mener, c'est de remarquer que Arthur Crinao, artiste, publiciste, écrivain biélorussien, sourira sans doute de se voir couronné dans une manifestation dont le thème directeur est intitulé « La province russe ». Спасибо большое за премию и за то, как вы представили этого молодого автора, Артура Клинова. Единственная маленькая ремарка – это о том, что художник, публицист и писатель Артур Клинов наверняка улыбнется, узнав, что премию выдали на Днях русской книги, посвященных теме «Провинция», поскольку он из Беларуси. Поскольку, j'en sais rien, c'est поскольку. En tout cas, qu'on comprenne bien que le prix russophonie c'est une chose, les journées du livre russe et de littérature russophone c'est autre chose. Et bien évidemment, le prix russophonie vit sa propre vie et le jury, quand il décide pas en fonction des thématiques des journées du livre russe. Donc il n'y a aucune ambiguïté, ne vous inquiétez pas. Merci. Merci. Что при русской книге и премия русофонии это совершенно разные две вещи, и при выдаче нашей премии мы никак не руководствуемся темой и русской книги. Et maintenant, c'est à Gérard Cognot qu'on va demander d'accueillir Jacques Michaud au Paterno pour dernière feuille de Vassili Rozanov. И теперь Жерар Коgnot представит переводчика Жака Мишо Патерно за его перевод последних листьев Василия Розанова, вышедших здесь в издательстве Сишт. Bonsoir. Oui, je suis très heureux de saluer l'œuvre de traducteur considérable de Jacques Michaud Paterno, qui est un traducteur de l'italien, qui a traduit plusieurs auteurs italiens, Falino, Pepelino, Serra Vidal et d'autres, Mario France, et également traducteur de russe. Jacques Michaud Paterno, professeur au classe préparatoire au lycée Henri IV, en dérivé de russe, docteur de Yugoslave, mais il est très connu pour l'essai, donc il a une œuvre de traducteur de russe considérable, et parmi les auteurs qu'il a choisis, il y en a un auquel son nom restera certainement attaché, c'est celui de Vassili Rozanov. Vassili Rozanov, c'est un monstre sacré de la littérature russe, auteur d'une œuvre extrêmement diverse. Il était philosophe, publiciste, mais il a surtout innové en créant un genre littéraire qu'il a appelé lui-même des feuilles tombées. Ce sont des notes écrites comme cela, d'une manière, des instantanés, je pense. Я счастлив, что могу здесь отметить работу переводчика Мишо Патерно. Это переводчик с итальянского, который переводил множество итальянских авторов, но также он является переводчиком с русского. Он академик, преподает в лицее Георга IV, и на его счету достаточно длинный список российских авторов, но одному из них он отдает предпочтение именно с
именно с именем этого автора, его имя будет неразрывно связано. Это Василий Розанов, который был, так скажем, священным чудовищем русской литературы в начале века. Он писал достаточно разнообразные произведения, но прежде всего он был новатором, который придумал стиль, который он назвал «Опавшие листья», то есть стиль таких набросков, летучих заметок. Alors, ces feuilles tombées ont été d'abord, plusieurs volumes de ces feuilles tombées, sous différents titres d'ailleurs, ont été publiés aux éditions de l'Âge d'Or. И несколько томов этих опавших листьев под разными названиями были сначала опубликованы в издательстве «Аждор». Feuilles tombées seulement, l'Apocalypse de notre temps, enfin une série d'ouvrages tout à fait remarquables et то есть серия достаточно, так скажем, выдающихся изданий, таких как «Апокалипсис», «Только», «Последние листья». Voilà. Et le dernier ouvrage qui vient d'être publié aux éditions du siècle était prévu initialement à l'Âge d'Or dans, disons, ce contexte-là, mais comme c'est l'Âge d'Or en difficulté, donc les siècles ont repris ce texte. Et je pense que c'est peut-être la meilleure traduction que Jacques Michaud nous ait donnée de son auteur favori. Ну, и последний том, вот это должен был изначально появиться тоже в издательстве «Альдо», но у них сейчас некоторые трудности, поэтому издательство «Сирт» делало на себя публикацию этого тома, и можно сказать, что наверное, это лучший перевод, который Жак Мишо Патерно сделал из, так скажем, его переводов его любимого писателя. On pourrait considérer que c'est une œuvre intraduisible. On dit souvent cela, justement, des œuvres nouvelles, insolites, d'une telle originalité et qui sont tellement ancrées dans la langue qu'on ne peut pas s'imaginer qu'elles puissent exister dans une autre langue. Можно, так скажем, хочется сказать, что это непереводимое произведение, но так часто говорят о произведениях новаторских, о произведениях оригинальных, ни на что не похожих, которые настолько, так скажем, включены в язык, что невозможно представить их на другом языке. On peut dire à ce sujet, c'est une banalité, mais c'est une vérité, que dans ces cas-là, la traduction de Notes d'amour. И хоть это и банальность, но можно сказать, что в таком случае перевод – это акт любви. Donc, je vous conseille vivement de lire ces dernières feuilles de Vassili Rozanov. C'est, on peut dire, une sorte de journal intime, n'est-ce pas, sous cette forme de notes qui sont, disons, instantanées, d'une liberté folle, parce qu'il nous dit chaque fois le moment et le lieu qui était, disons, de son inspiration. И я вам очень советую прочитать это «Последние листья». Это произведение немного похоже на личный дневник, то есть оно включает те заметки, те наброски, которые делал автор, в которых он пытался захватить вот этот момент его вдохновения. Donc cette œuvre est de valeur poétique, d'ailleurs elle a fait l'objet d'une étude de Viktor Shklovsky, le formaliste russe, qui a vu un nouveau procédé littéraire. Et je peux vous envoyer à cette étude qui a été traduite en français dans les œuvres de Viktor Shklovsky. Это достаточно поэтическая книга, и Виктор Шкловский, русский формалист, изучал ее, поскольку считал, что в ней может крыться новый способ литературного самовыражения. Elle a aussi une valeur de témoignage, parce que c'est ces dernières feuilles qui annoncent ce que Rozanov a appelé l'apocalypse de notre temps, c'est-à-dire la révolution russe, ont été écrites en 1916, en 1917, et elles sont pleines de ce sentiment de la catastrophe qui s'abat sur la Russie à ce moment-là, et elles expriment d'une manière intense, justement, cette vision, disons, d'un empire qui s'écroule, d'une civilisation qui s'écroule. И также это произведение является свидетельством, поскольку эти последние листья писались в преддверии того, что Розанов называл апокалипсисом нашего времени, то бишь русской революции в 1916-1917 году, и там слышно предчувствие вот этой надвигающейся катастрофы. Mais je voudrais terminer donc en disons, insérant le nom
monde de Jacques Michaud Paterno et celui de Rozanov, parmi ce que l'on peut appeler les couples d'auteurs et de traducteurs, par exemple, quand on parle de Kafka, malgré bien qu'il y ait beaucoup d'autres traductions ensuite, son nom reste attaché aux traductions de Gala. Quand on parle de Musil, on pense aussitôt à Jacoté. Donc il y a, comme ça, il existe dans la littérature des couples, on pourrait dire, n'est-ce pas? L'auteur et le traducteur sont tellement, il existe entre eux une telle empathie qu'on ne peut plus les dissocier et que finalement l'œuvre traduite est égale presque, comme l'a dit M. l'ambassadeur, l'œuvre originale. Et c'est le cas de ces dernières feuilles de Vassili Rozanov, traduites magnifiquement par Jacques Michaud Paterno. И хотелось бы закончить на том, что вот эту пару автора Василия Розанова и переводчика Жака Мишо Патерно можно включить в те пары переводчиков и авторов-побратимов, которые мы знаем. Например, говоря о произведениях Кафки, в первую очередь вспоминаются переводы Гелаты, хотя на самом деле Кафка был и в других переводах. Так же, как и говоря о Роберте Мюллере, сразу вспоминаются переводы Жакотто. И вот в таком же аспекте можно рассматривать партнерство, побратимство Розанова и Мишо Патерно, который действительно, это автор и переводчик, которые настолько близки друг к другу, переводчик, у которого есть такая большая эмпатия к автору, он так хорошо чувствует автора, что в конце концов, как здесь было сказано, перевод действительно сравнивается с оригиналом. Jacques Michaud Paterno était là. Jacques Michaud Paterno était là. Malheureusement, pardon. On va lire quand même sur le texte russe et sa traduction. Ce sera Gérard qui nous lira la traduction en français. К сожалению, самого переводчика сегодня нет в этом зале, но мы прочтем отрывок по-русски, и Жан Коме прочтет отрывок по-французски. 16 января 1916 год. Я есть я, и это я никогда не станет ты. И ты есть ты, и это ты никогда не сделается, как я. Чего же разговаривать? Вступайте вы направо, я налево, или вы налево, я направо. Все люди не по дороге друг другу, и нечего притворяться. Всякий идет к своей судьбе, все люди соло. Moi, c'est moi. Et ce moi ne sera jamais toi. Toi, c'est toi. Et ce toi ne deviendra jamais comme moi. À quoi bon discuter? Allez donc à droite, moi à gauche, ou bien vous à gauche, moi à droite. Chaque homme va son chemin. Inutile de faire semblant. Chacun va avec son destin. Tous les hommes sont solos. Maintenant, c'est Evgeny Bounimovitch qui accueille Anne-Marie Taxis-Botton pour les 4000 assénés d'Evgeny Водолазкин chez Fayard. И Евгений Бунимович представляет переводчицу Анна-Мария Тацис-Бутон с ее переводом Лавра Евгения Водолазкина, которая появилась здесь в издательстве «Фаяр». Bonsoir, je vais commencer, je vais parler de 3 mots en français, c'est vrai une petite touche de ma francophonie dans cette salle totalement russophone, mais quand même j'habite Moscou, je parle russe, j'écris en russe, et c'est pourquoi je vais continuer aussi en russe. Начну с того, что скажу несколько слов по-французски, хотя публика наша вся здесь русскоязычная. Вот. Но я все-таки живу в Москве, вот я говорю по-русски, и здесь я буду тоже говорить по-русски. Надо сказать сначала несколько слов о самом романе, об его особенности. Дело в том, что роман Евгения Водолазкина стал настоящей литературной сенсацией и одновременно получил признание довольно искушенной критики, получил самые престижные российские литературные премии, и одновременно этот роман, в общем-то, посвященный русскому средневековью, самому актуальному, может быть,
близкому для нас времени, и в то же время вызвал довольно широкий и весьма эмоциональный читательский резонанс. И очень много, я помню, воспоминаний и реакции в интернете. И вот, например, я помню такой очень трогательный и простодушный. Я читал этот роман, я плакал в троллейбусе, потом в метро. Donc tout d'abord, il faut dire quelques mots sur le roman, sur donc, ses qualités. Ce roman est devenu toute une sensation dans la littérature russe, donc parce qu'il parle de la Russie médiévale. C'est un sujet qui n'est peut-être pas vraiment d'actualité aujourd'hui, mais le livre a été accueilli très bien par les critiques. Il a rassemblé tous les prix littéraires russes les plus prestigieux et il a aussi provoqué une énorme réponse de la part des lecteurs qui voulaient tous parler des souvenirs que ça évoque, parler de leurs opinions. Et je me souviens d'une réaction sur Internet. Il y avait beaucoup de réactions sur Internet. Une dame qui disait « J'ai lu ce livre, j'ai commencé à pleurer dans le trolleybus et j'ai continué dans le métro ». Конечно, о Древней Руси, в общем, пишут не так редко, но, к сожалению, часто бывает объектом псевдоисторических спекуляций или довольно примитивных, цветасто-фольклорных потуг. В этом смысле роман Водолазина, конечно, совершенно другой. Он очень необычен по своему стилю, языку, по фабуле. Он уходит от привычных штампов и не укладывается даже в тоже привычной рамке извечного спора славянофилов и западников, который длится 2 века и только что был в этом зале, тоже 1,5 часа, продолжался и будет, видимо, продолжаться еще долго. Il faut dire qu'on revient en Russie actuelle au thème de la Russie ancienne, mais le plus souvent ça se fait soit dans le cadre d'une spéculation pseudo-historique, soit pour une sorte. В частности, в сторону Белоруссии и Минска. J'ai oublié de dire que Jacques Duvernay est également traducteur de littérature allemande. Il a traduit plusieurs ouvrages de Hermann Hesse, de Thomas Mann, des œuvres choisies d'Eisenstein. C'est un traducteur tout à fait émérite dans sa spécialité. И забыли уточнить, что Жак Дюверне заслуженный переводчик, который переводил с немецкого и произведения Германа Гессе, и Томаса Манна, и избранные произведения Эйзенштейна. Alors, ce livre sur Minsk est l'œuvre d'un architecte de formation et plasticien de vocation. Il se définit lui-même en ces termes, architecte de formation et plasticien de vocation, qui développe des activités. A déjà traduit des textes aussi difficiles que ceux d'André Belly, de Tsvetaeva, de Remizov, et nous la félicitons pour une autre réussite. Специального времени для письма у Христофора не было. Он мог писать утром, днем и вечером. Иногда, если в голову ему приходила важная мысль, он вставал и записывал ее ночью. Христофор записывал прочитанные в книгах. Arsène a perdu une dent. Il notait les prières de guérison, la composition des médicaments, la description des plantes, des renseignements sur les anomalies de la nature, la prévision du temps et des préceptes édifiants. Chacun chien qui avait ne mord pas. Il gravait les lettres sur la face interne de l'écorce avec un stylet en os. Si Christophore écrivait, ce n'était pas par peur d'oublier quelque chose. Même vieux, il n'oubliait rien. Il avait l'impression que la parole écrite mettait de l'ordre dans le monde, arrêtait son changement incessant, empêchait la notion de s'effacer. Je remercie beaucoup tous les lecteurs de ce livre et je remercie aussi l'auteur qui m'a donné l'occasion de passer des heures tellement extraordinaires à le traduire,
qui m'a permis aussi de relire la littérature russe du 15e, 16e, la littérature française du 15e, 16e siècle pour pouvoir me mettre un petit peu dans l'ambiance, qui m'a permis d'aller herboriser au bord du lac Blanc pour y trouver des tas de merveilleuses herbes qui soignent absolument toutes les maladies du corps et de l'âme, et aussi de faire des voyages à travers l'Europe, la pauvre Europe toute chargée de peste et de brigandage jusqu'au lieu saint, et d'en revenir au lac Blanc. C'était une expérience tout à fait extraordinaire, et je serais très contente que des lecteurs apprécient le voyage avec moi. Я хотела бы поблагодарить и читателей, и поблагодарить писателя, который дал мне возможность, так скажем, открыть для себя снова литературу, в том числе литературу средних веков, благодаря которому я смогла искать на берегу озера множество целебных трав, излечающих все болезни, и благодаря которому я пересекла Европу, измученную чумой и бандитами, до святого места и обратно. И я очень рада, что теперь с этой книгой смогут познакомиться французские читатели. Премия «Русофония» 2016 года Адель Беркади за перевод «Серебряного герба» Корнея Чуковского. Alors, l'école des loisirs, donc l'éditeur de Серебряный герб, l'insigne d'argent, traduit par Odile Balkeda, c'est une maison spécialisée dans les livres pour la jeunesse et qui fête cette année, c'est une maison vénérable, elle fête cette année son 50e anniversaire. Et c'est avec un très très grand plaisir que le jury du prix Russophonie, pour la première fois en 10 ans d'existence, couronne un livre qui a été édité spécialement à destination des jeunes lecteurs, mais je le précise bien, ce qui ne veut pas dire seulement pour de jeunes lecteurs, car les adultes que nous sommes, ou du moins que nous croyons être, ont été extrêmement séduits et conquis par cet ouvrage, aussi bien sûr le texte que la traduction, les deux faisant tout. Aïgemal, Dr Aïbalit, voilà. Aïbobo, on traduit à Dr Aïbobo ou Dr Aïgemal, selon les traducteurs. Alors ici, l'insigne d'argent n'appartient pas à cette catégorie des contes en vers, c'est un récit en prose. И нужно сказать несколько слов об авторе переведенной книги Корнее Чуковском. Это очень известная фигура в советской литературе. Он был поэтом, он был филологом, он переводил книги американских и английских авторов. И также он известен, конечно же, своими сказками в стихах, которые он писал для детей, для того, чтобы детям эти сказки читали, чтобы они их учили наизусть, то есть что-то ориентированное в основном на, так скажем, запоминание на слух. Вот, и все советские дети росли на «Тараканище», «Докторе Айболите» и других его сказках. А представляемая книга – это не сказка в стихах, это рассказ в прозе. Donc c'est un récit en prose qui a été publié la première fois en 1938, quand Tchoukovsky avait 56 ans. C'est fait de souvenirs d'enfance qui sont plus ou moins romancés, mais on ne sait pas du tout, en quelque sorte, sur quel point c'est romancé, parce que justement l'art du conteur brouille parfaitement les pistes. Ce sont donc des souvenirs d'enfance situés à Odessa à la fin du 19e siècle, et il concentre son récit sur une période clé, ce sont les derniers jours qu'il a passés au collège, et sur les quelques mois qui ont suivi son renvoi du collège. И вот эта повесть, которую опубликовали в первый раз в 1938 году, когда Чуковскому было 56 лет, это повесть во многом биографичная, хотя биография, конечно, факты биографии где-то приукрашены, но где они приукрашены, теперь уже сказать невозможно, поскольку писательский талант, конечно, изменил историю, изменил биографию. И происходит дело в Одессе в конце XIX века, и повествование концентрируется на последних днях его в гимназии и в том времени, то есть после этого, когда его из гимназии исключили. Je n'en dis pas plus sur le livre lui-même, je préfère évoquer les qualités de la traduction. Si je commence par dire que c'est une traduction fidèle, je n'aurais absolument rien dit du tout, parce que
il y a bien des façons d'être fidèle et l'histoire des traductions montre bien que c'est une notion extrêmement fluctuante. Je vais quand même garder ce mot pour dire que la fidélité de la traductrice ici, c'est un équilibre qu'elle a trouvé et gardé tout au long de son travail entre l'exactitude, car elle est très scrupuleuse sur le chapitre de l'exactitude, et en même temps, quand on se penche sur l'original et que l'on compare, on voit toutes les petites adaptations, tous les petits ajustements qui sont indispensables, toujours nécessaires, mais qui sont là toujours justifiés, jamais arbitraires. C'est vraiment un artisanat, au sens le plus noble du terme, fait de soin, d'attention, de goût, un artisanat de précision. Je n'entrerai pas dans le détail technique, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'elle a su tirer de ce texte qui, quand on le lit ainsi en français, on a l'impression que c'est tout simple, ça coule de source, mais quand on compare avec l'original, on s'aperçoit qu'en fait, c'est le résultat d'un travail d'ajustement constant, et elle a su donner le maximum de relief en français au texte russe, maximum de relief, sans le déformer, bien sûr. Ну, не будем больше говорить о книге, поговорим о переводчице, о работе переводчицы. Если сказать, что ее перевод верен, это практически ничего не сказать, поскольку верность перевода – это термин достаточно многозначный, но, тем не менее, хотелось бы сказать, что действительно перевод остается верным источнику в том плане, что в нем очень большая точность, скрупулезная точность перевода сочетается там, где это необходимо, с отступлениями, с приспособлениями, с адаптацией, но это всегда объясняется необходимостью, это всегда нужно, и достигается эффект, когда читаешь французскую книгу и создается впечатление, что все очень легко написано, все собой течет, а потом смотришь на оригинал и видишь, насколько это результат огромной работы, и переводчица смогла передать рельеф русского текста для французского читателя. La fidélité, c'est grandement aussi une affaire de ton, de tonalité, de voix, et cette traduction crée une tonalité qui est à la fois homogène et nuancée, parce qu'il y a un mélange de gravité, de drôlerie, de sérieux et de fantaisie, qui est parfaitement rendu. Alors, Tchoukovsky considère son enfance avec des yeux d'adulte, donc avec la distance humoristique qui peut être celle de l'adulte, mais en même temps, les émotions de l'enfant sont très changeantes. Ça peut être de l'inquiétude, ça peut être de la joie, ça peut être de la panique, ça peut être de la curiosité. Ces émotions restent toujours perceptibles, et cela rend le texte français extrêmement prenant, extrêmement attachant. Je conclurai en disant que la traductrice a mis dans ce texte beaucoup de fraîcheur et lui a permis de passer, on peut dire, deux caps, le cap de l'âge et le cap de la traduction, et nous l'en remercions vivement. Ну и верность перевода заключается также в верности тональности, верности интонации, и переводчица сумела в этой книге сохранить то смешение драматического и иронического, которое было в книге. Где Одиль Белькедар? Odile Belkedar. Пожалуйста, на сцену. Odile Belkedar.